À la chronique du soir, c'est avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication, bien évidemment notre consultant politique à ETélé. Et c'est important de vous écouter suite à cet entretien qu'a accordé le chef de l'État, donc le président du Bénin à Jeune Afrique. Et déjà, Agapit Napoléon Maforican, pourquoi Patrice Talon décide aujourd'hui de se prononcer sur les grands sujets du Bénin? Mais je dirais parce qu'il a choisi, parce qu'il a eu envie d'en parler, parce que c'est sûr que ce n'est pas les sollicitations qui ont manqué, c'est sûr qu'il a choisi répondre à Jeune Afrique, peut-être qu'à d'autres, parce que je sais qu'un chef d'État est courtisé suffisamment, surtout un chef d'État comme Patrice Talon, il doit être suffisamment courtisé parce qu'il parle très peu, donc les médias ont envie d'entendre un président qui parle très peu, parce que tout ce qui sort est important, et quelqu'un comme Patrice Talon qui mesure, qui gère sa propre communication, ça, les médias ont envie de l'écouter. Et donc, le choix de médias, le choix de l'instant et le choix de l'organe, comme je le dis, le choix du contenu, je pense que ça dépend à un certain timing que lui-même a géré. Et tout à fait. En tout cas, la presse nationale doit être jalouse, puisque on se demande, mais pourquoi le choix d'un média quand même panafricain, d'un magazine panafricain, pourquoi le choix de Jeune Afrique, par exemple? Non, le président Talon a quand même suffisamment offert des occasions aux médias locaux. Je pense quand même qu'il s'est fait interviewer par la télévision nationale et des confrères, notamment André de ça, lorsque la Constitution n'a pas été révisée en 2017, lorsque ça a été rejeté. Après, plusieurs fois, je pense qu'il y a des journalistes locaux qui l'ont interviewé sur l'ORTB, repris sur certains médias. Et donc, globalement, moi, je trouve que le chef de l'État, comme je vous l'ai dit, il gère sa communication, il gère les canaux, il gère le timing, il gère un peu tout. Parce que, honnêtement, il y a des présidents qui préfèrent systématiquement parler à l'extérieur, parler à d'autres journaux. Et franchement, ici, on peut. À quel journal le président faisait cette interview au quotidien national de la nation, ça n'aurait peut-être pas eu le même écho. Ici, c'est un organe comme Jeune Afrique, lorsque ça sort, et je ne le fais pas la publicité, c'est quand même dans un certain nombre de pays francophones, c'est systématiquement, et bien, n'a pas les effets de démultiplication en termes d'impact, en termes de couverture mondiale, c'est un organe qui tient la route. Cela dit, je suis convaincu que Jeune Afrique n'est pas le seul média international qui a tenté et que le chef d'État a préféré, au-delà des médias, à défaut des médias béninois, peut-être parler à un média panafricain, Je pense que c'est plutôt... Jeune Afrique est extrêmement bien circulé dans le pays, ça fait longtemps. Nous, on a grandi en lisant, en dévorant du Jeune Afrique, par exemple. C'est pour dire que tous ceux qui ont fait les médias, tous ceux qui ont démarré par les groupes, ceux qui ont la passion des médias, ont pris par Jeune Afrique. Je pense que c'est un très bon organe pour pouvoir passer un certain nombre de messages. Et ça, je le dis tout en respectant les médias du Bénin. Très bien. L'appréhension que Patrice Talon a de la démocratie béninoise, Patrice Talon qui trouve que voilà, c'est de la pagaille, c'était démuni, on nous jetait des miettes par exemple, et que quand même la démocratie est bien vivace depuis 2016. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Vous aurez pu le comprendre, c'est pas nouveau. Le président Talon, son interview avec, il me semble, Sonouveau et André de ça, une fois de plus, c'était, si je ne me trompe, en mai, en disant en juin ou juillet 2019, où il disait, oui, il aurait aimé que tout ça se passe normalement, mais parlant des législatives. Tout à fait. Mais dans une telle démocratie, s'il faut choisir entre réformer, et affronter certaines difficultés ou laisser la pagaille, que lui préfère réformer. Il a dit, déjà, je ne le paraphrase pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il dit qu'il reconnaît qu'il a fait le choix de l'impopularité. Il a dit en 2018, lorsqu'il faisait, pour les 2 ans de sa prise de fonction, il écrivait que nos difficultés d'aujourd'hui seront nos succès de demain. Il a dit qu'il reconnaît qu'il y a des difficultés. Donc, après les événements, les événements déplorables après les législatives, il a dit on ne peut pas continuer avec cette démocratie galvoise. Non. Et
il a utilisé une expression, ça m'échappe en même temps. Donc cette démocratie, un peu comme une démocratie un peu qui s'est banalisée, un peu qui se contente, comme l'expression utilisée ici, voilà, on est là dans une certaine pagaille. L'autre a utilisé une expression café, démocratie, et il a fait de pagaille et d'improvisation. Ça, c'est l'expression de Boni. Son nécessaire d'appeler notre démocratie une démocratie Nescafé, démocratie faite de pagaille et d'improvisation ou quelque chose de genre. Donc, c'est pour dire quoi? Même si la marque Nescafé est meilleure quand même, c'est une marque, je ne veux pas leur faire la publicité, mais dire que la démocratie Nescafé et le dénigrer, c'est comme si on dénigrait la marque. Donc, j'ai pas envie de me retrouver dans un conflit du genre. Donc, du coup, moi, je laisse la marque de côté, mais je dis, Boni Yayi, en qualifiant notre démocratie, n'avait pas d'expression meilleure. Alors donc, la différence entre les deux, c'est que l'autre, pendant que l'un a fait peut-être le diagnostic, il n'a pas pu, ou n'a pas eu le courage d'aller au bout de la thérapie. L'autre, c'est celui qui est là. Lui, il a fait le même diagnostic, mais lui va au bout de la thérapie, et il le répète encore aujourd'hui à Jeune Afrique. Oui, il y a des difficultés. Oui, le Bénin n'a peut-être plus un peu d'appeler ce petit comme un enfant qu'on flatte tout le temps en lui jetant de petits trucs. Oui, allez, vas-y. Non, le Bénin a envie de prendre son destin en main, même s'il faudrait affronter quelques difficultés, même si ça peut enlever quelques illusions de démocratie à certains, parce que si la démocratie c'est d'être un pays totalement à la dérive, sans règles, sans rien. Lui, il n'est pas de ça. Il a besoin de quelque chose de finesse, il a besoin de quelque chose de solide, il a besoin de quelque chose de durable, il a besoin de quelque chose de sérieux. Et donc, il préfère qu'on soit peut-être, qu'on se bouge un peu, qu'on perde un peu quelque part, et bien qu'on acquiert de la maturité. On a l'impression que les mots sont bien choisis, puisque quand on parle par exemple du droit de grève qui a été encadré, le chef de l'État trouve que ça a été encadré, alors que c'était restreint. Ah oui. Voilà, on parle de restriction, mais lui il parle d'encadrement. Quelle est la nuance? C'est dans le français. C'est un encadrement. Le contenu. Hein, mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Oui, restreint ou encadré, il est évident que, comme il a dit ailleurs, on ne peut. Qui se lamente aujourd'hui? Dans quelle démocratie on se développe lorsque les écoles sont fermées, et je ne sais pas, 3 mois, aussi 9, lorsque les grèves sont faites sans service minimum et que des malades meurent dans les hôpitaux? Dans quelle démocratie? Quelle est l'essence d'une démocratie? C'est ça la question. Quelle est la finalité d'une gouvernance? Pourquoi l'État doit-il réguler? Alors, et quel sera le rôle de l'État si on doit laisser cette situation perdurer où des individus, par rapport à leurs revendications personnelles, égoïstes, pas autres, sont obligés donc d'aller à l'extrême, alors qu'il y a la plupart, nos paysans n'ont pas cette chance-là. Par exemple, qu'il ne pleut pas, ou lorsqu'il y a les prix de matières premières connaissent quand même des dégradations, eux n'ont pas cette chance. Alors donc, quel est ce pays où il y a une élite qui peut jouer aux enfants gâtés et il y a d'autres qui doivent subir? Ça, c'est globalement ça. Donc, ce débat sur les droits de grève, aujourd'hui, 2 ans après, tout le monde est heureux. Les amis syndicalistes, je les vois, mais tout le monde est heureux aujourd'hui de constater qu'on peut terminer, même malgré Covid, on a terminé l'année scolaire régulièrement. La rentrée de classe vient de reprendre, la reprise des classes vient de commencer. Et tout ça, c'est parce que on a passé, on a fermé la page quand même à une période totalement où c'est les individus qui tenaient l'État en laisse. C'est pas sérieux. Donc, effectivement, est-ce que c'est restreint? Est-ce que c'est encadré? De toute façon, je dois utiliser l'expression encadré. Ce qui est encadré est restreint. Puis de toute façon, on a mis un cadre. Et là, il y a mis un cadre, c'est plus à volo. De toute façon, si vous aviez ou vous vouliez des réponses à un certain nombre de questionnements, surtout en ce qui concerne les conditionnalités pour la prochaine présidentielle, le chef de l'État, à la faveur de cet entretien, a donné des réponses, notamment le principe de parrainage. Certains souhaitent la suppression. Le chef de l'État a été plus clair aujourd'hui. Moi, je me sens conforté, un analyste. Et justement, vous en avez parlé. Je me sens bien conforté parce que j'ai lu dans les réponses du chef de l'État, la lecture que j'ai faite de cette situation, ce n'est pas, le parrainage n'est pas un moyen donné aux partis politiques, c'est une prérogative des élus. Et donc, les élus proviennent des partis, d'accord. Mais c'est des élus qui ont cette prérogative-là et non les partis politiques. Donc, le débat, le procès fait au parrainage est un faux procès. C'est le procès de ceux qui n'ont rien à faire. Ils n'ont plus de gré à moudre et ils sont obligés d'accrocher ça un peu comme un butin de guerre, enfin un butin de lutte. Mais ça, ils ne peuvent pas garder un butin avant de commencer la lutte. C'est à la lutte qu'on comprend le butin. Donc, ils n'ont plus de sujet de butin, ils n'ont plus de sujet de guerre.
Donc, il faut qu'ils animent la galerie. Dans le cas d'espèce, il faut qu'ils aillent convaincre les gens. Je pense que le chef d'État l'a dit clairement. La loi a dit 15 et 16 parrains. Quand même. Il faut être paresseux, incapable, quand vous avez envie de diriger l'État, il faut être en mesure d'aller convaincre quand même ces élus. Si vous n'êtes pas capable, comment vous voulez penser gouverner? C'est pas possible. C'est pas possible. Le chef de l'État dit exactement de ne pas préjuger des conséquences fâcheuses ou des conséquences néfastes. Il faut y aller, il faut jouer le jeu. Mais il faut qu'il... Justement, mais je pense que le président est même très gentil dans cette interview par rapport à... Parce qu'il était conciliant. Parce que, mais quand même, c'est des enfants gâtés. Moi, je trouve qu'il ne faut pas qu'on joue aux enfants gâtés. Les populations subissent les contre-coups toujours des lois des gouvernants. C'est comme ça. Les gouvernés subissent les lois des gouvernants. Alors quand ça concerne les gouvernants, même une partie de... C'est eux qui se lamentent systématiquement. Et on transforme ça en question d'État. Mais quand même, où en sommes-nous? Le parrainage n'est pas... Est-ce que ce n'est pas facile pour le président de la République de ne pas trouver tant d'obstacles pour ce principe de parrainage, alors que les autres, ils en ont quand même. Ils n'ont pas de député à l'Assemblée nationale. La loi est restriction par nature. J'ai toujours dit ça. Et une élection présidentielle n'est pas une élection de classe. C'est pas une élection de quartier. Et même ces élections aussi sont... Même s'il faut élire la bonne dame du marché, la gouvernante des bonnes dames du marché, vous pensez qu'il n'y a pas de règles? Il faudrait avoir au moins son officine là. Il faut être régulière. Il faut déjà payer les droits de hangar ou je ne sais pas quoi. Mais c'est quand même le minimum. Alors, donc, vous, les chefs de l'État, vous n'êtes pas en mesure de... Vous ne pouvez pas aller convaincre des électeurs et des élus. Et vous voulez diriger le pays. Et donc, vous la montez parce que la démocratie est en danger, bah là, M. Chrysogène, il faut annuler. Mais finalement, vous allez être, à quel moment vous êtes responsable pour aller affronter l'électeur? Vous voulez qu'on vous balise totalement le terrain. Même les gens avaient eu du mal à lire le français sur le 242. On leur a expliqué, ils continuent de se lamenter. C'est qu'à chaque fois, il faut qu'ils se lamentent. C'est clair, c'est quoi? Donc, moi, je trouve que le président a été suffisamment clair sur ce volet. Ce qui est intéressant, j'espère qu'on va mettre ça. Et il a quand même rassuré de ce qu'il y aura compétition, de ce qu'il y aura beaucoup de candidats, pas seulement, pas quand même 33, 30, 40 quand même, mais il y aura quand même, 30. Ce serait ouvert. On aura plus 10. Il a rassuré, mais entre la parole du chef de l'État et justement l'acte, il y a quand même un écart. Combien, oui. Est-ce que le chef de l'État peut se dédoubler en 10 candidats? Il faut qu'il y ait des candidats. Il faut qu'ils aillent affronter les électeurs, et les grands élus. Les parrains. Les parrains, les élus, députés et ou maires. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple. Et j'ai aimé le chef de l'État dans son interview. Il a fait une petite allusion, je ne sais pas si ça a peut-être échappé, en parlant du PEUB, il a dit les grands partis, ils sont dans un regroupement comme à l'allemande. À l'allemande, ça veut dire... La grande coalition. Exactement. Il n'applique pas, j'ai parlé une fois de ce plateau, que l'Allemagne est depuis une décennie pratiquement en grande coalition. Il y a eu des intermèdes, mais la grande coalition, ça veut dire quoi? Qu'un grand pays comme l'Allemagne, démocratique, connu, dont la démocratie part du bas vers le sommet, ça, c'est un pays décentralisé, c'est un pays fédéral, et avec un système très décentralisé. Donc, une démocratie large, dans les Länder déjà, avant de venir au niveau central. Mais l'Allemagne, vous allez voir des coalitions qui, au niveau francophone, peut paraître ubuesque, impossible. Vous les verrez en Allemagne. Exactement. Qui gouvernent déjà les Länder, les États fédérés, je parle. Je ne parle même pas encore de l'État fédéral. Donc les États fédérés sont déjà gouvernés par des coalitions impossibles. Où ils s'entendent parce qu'ils savent que lorsque l'enjeu national est la cause nationale, donc la cause régionale, puisque c'est des États fédérés, la cause est en jeu, ils savent laisser un certain nombre ils ont fait des concessions. Et la grande coalition, c'est des concessions au moins, c'est des concessions pour des objectifs nationaux, pour la cause nationale. Et l'Allemagne nous le démontre depuis l'après-guerre. L'Allemagne a compris que ce qui compte, c'est l'Allemagne par-delà tout. Et donc, alors que c'est un pion, un grand pilier de l'Europe, mais l'Allemagne expérience son système-là de grande coalition qui fonctionne. Aujourd'hui, l'UP et le BR... Mais on peut se dire, bon, au Bénin, est-ce que nous avons cette maturité? Oui, mais attendez, l'UP et le BR, et c'est là que j'étais vraiment sidéré par cette portion-là. L'UP et le BR, aujourd'hui, regardez ce qu'il fut il y a en 2015. L'analyse doit aller là pour comprendre ce qui se passe au Bénin. C'est trop restreint, c'est trop limitatif de dire deux partis qui soutiennent le chef d'État. Non, l'UP et le BR, c'est le PSD, c'est la RB. C'est le phare Lafia, c'est le parti ensemble, c'est je ne sais pas quoi, c'est un conglomérat, c'est une conscience, la nouvelle conscience, je ne sais pas. Au moins sans regroupement politique quand même ici dans l'un. et là, ABT, comme au moins ABT, ici,
le Barca de l'autre aussi. Mais vous regardez tout ça, c'est tout ce que le Bénin comptait de partir. Alors, tout ce monde se retrouve ensemble, en disant, nous laissons de côté nos divergences, il y a une cause nationale, nous soutenons celui qui est porteur de cette cause nationale. C'est deux partis à lui, non, c'est pas deux partis. Donc, si un pays comme l'Allemagne expérimente la grande coalition, je pense que l'expérience, c'est bon que le chef d'État ait fait allusion. Donc, elle montre au moins le chemin à ceux qui peut-être se perdent, croyant que le Bénin a inventé quelque chose. Non, le Bénin s'ouvre, le Bénin expérimente plusieurs types plusieurs modèles. Et avec Patrice Talon, je pense que le Bénin sort des carcans de l'immobilisme ou du mimétisme ambiant et essaye d'innover, d'adapter les mécanismes au contexte, en fait, aux réalités. Quand on lit un peu entre les lignes, on pourrait quand même comprendre que le Parti Les Démocrates, tant que les responsables respectent les conditionnalités, et le parti pourrait bénéficier de son récépissé. Le chef de l'État l'a dit par ailleurs. Qui a jamais douté de ça, par exemple? Il n'y a que ceux qui veulent créer enfin, ceux qui enfants gâtés. On peut avoir un peu de réticence quand on sait que, voilà, vous ne dites pas, vous ne partagez pas les idéaux du pouvoir en place. Mais l'État n'est pas l'État n'est pas parti politique. On n'est pas dans un parti État. On n'est pas dans un État. L'État agit en tant qu'État. Et on l'a démontré. Je ne sais pas si le MPL est un parti de la majorité présidentielle. Je ne sais pas si l'FCBE est un parti de la majorité présidentielle. Il y en a 4, 5, 6 comme ça qui sont certains veulent se transformer en victimes. Donc il faut qu'on avance. Certains veulent faire des victimes. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont été déjà aux affaires. Alors donc ça frôle la tricherie. C'est des moyens détournés de faire parler d'eux. Non, il n'y a pas. Moi je trouve qu'il faudrait que lorsqu'on a adopté un mécanisme, il faut qu'on accepte les règles du jeu. Lorsqu'on a adopté un schéma, il faut respecter les règles du jeu. Douter, mettre des doutes, alors que vous jugez déjà avant même de vous mettre de vous mettre sur les rangs. Non. Soit vous acceptez le jeu et vous jouez le jeu. Et quand vous n'êtes pas qualifié, vous quittez le jeu. Soit vous ne jouez pas du tout en disant que les règles sont mauvaises. Soit ne jouez pas les deux sur les deux tableaux. Très bien. Agapit Napoléon Maforikam, quand est-ce que le chef de l'État nous dira qu'il est candidat pour la présidentielle de 2021? Je ne sais pas encore le terme. Je vous l'ai déjà dit ça plusieurs fois. On est à 6 mois presque. Un président en exercice ne peut pas dire en octobre je suis candidat. C'est pas normal, c'est pas possible. Et donc quand on lit un peu cette interview, quand on lit l'interview, oui, on peut déceler des indices, oui, de la candidature. Ah, vous pouvez nous dire quelques indices? Non, le chef d'État dit que, oui, après avoir eu du parti unique. De toute façon, il a déjà sa décision. Il a pris sa décision. Lisez un peu entre les lignes, regardez un peu. On a l'impression d'avoir un homme plus proche de l'acceptation de oui qu'un homme qui a envie d'abandonner. Il a dit, c'est un débat cornélien, ou bien c'est un choix. Tout à fait. C'est un choix cornélien. C'est un dilemme. C'est un dilemme, voilà, exactement, c'est un dilemme cornélien. Donc du coup, je sais, il le sait, il n'était pas parti pour être un président qui redemande. Il voulait le mandat unique. Il a tenté, ça n'a pas marché. Il a mis ça de côté. Et il a mis des conditions. Et justement, on avait une certaine confusion par rapport à ça, par exemple, et vous l'avez évoqué également sur ce plateau, cette affaire de mandat unique, c'était déjà clos depuis. Il a dit, il a dit clairement. Je me rappelle toujours sur l'OTB, toujours l'OTB. On a dit, mais monsieur le président, donc, cette affaire, il dit, non, c'est fini ça. Il a été clair. Je pense que le président Talon, en fait, les gens ne le suivent pas souvent. Quand il est la rare fois qu'il prend la parole, il dit les choses. Lui, il n'a pas de langue de bois. Le président Talon dit, mais il le dit avec de la finesse, avec beaucoup d'élégance. Il le dit, il le dit quand même aussi clairement pour que ceux qui veulent comprendre comprennent. Et là, puisque vous le demandez, je pense que quand on a lu cette interview, je pense que si on est partisan du président Talon, si on a envie de jouer un petit rôle, pour qu'il ne s'agit pas de continuer à brûler pour dire il faut qu'il soit candidat. Je pense qu'il a déjà décidé qu'il va être candidat. Je pense qu'il y a plus d'indices proches de sa candidature il n'a plus besoin de quelqu'un qui le sollicite. Je pense que là c'est clair, le travail a commencé, la baronesse est en train de prendre, les réformes avancent. Au niveau de l'Afrique, on a pu imposer notre voix. Le président Talon, par rapport au débat sur l'annulation des dettes grâce à Covid, vous avez vu sa réaction. Aujourd'hui, le Bénin change carrément de décor. Les agents de notation nous notent bien, les réformes portent leurs fruits, presque. On ne peut pas abandonner à un sujet. Quand on a la possibilité de continuer pour avancer un peu plus, pour faire avancer le navire, je pense que l'envie semble être là. Oui, et est grande. Grande, non, je ne sais pas si elle est grande, c'est pas le président ne se découvre pas souvent.
c'est une interview écrite, donc on n'a pas l'expression de son Tout à fait. regard, il y a beaucoup de ce qu'on n'a pas vu parce que c'est écrit. Mais quand vous le lisez, vous sentez un homme au combat, un homme qui est sûr de son combat, enfin, qui est fier de Et il aime quand même garder le suspense quand on sait que il dit par exemple un mois, quelques mois ou quelques années, ancien chef d'État. Lisez plutôt le quelques années. Dans de pareilles conditions, il faut plus lire le quelques années que le quelques mois. Enfin, pour l'analyste. Pour l'analyste, on voit plus le quelques, parce qu'il ne peut pas, comme dit, tout le monde sait, il sait qu'on l'attend sur ces petits mots. Il sait bien qu'on l'attend sur ces petits mots. Il ne les livrera pas aussi facilement, vous comprenez. Donc, ça peut être des élucubrations d'analystes, mais il est quand même suffisamment clair que moi, si j'ai enseigné en Sciences Po, je dirais à mes étudiants, notre président est candidat à sa propre succession. Attendons-le vers fin janvier. Voilà. Vers fin janvier. En tout cas, on a connu aussi les amis, quelques amis de Patrice Talon. Il a clairement dit, ceux qui sont ses amis, ceux qui étaient des partenaires politiques. Non, c'est pas évident. On lui a demandé est-ce qu'il peut avoir d'amitié en politique. Je pense que la question elle est claire. On n'a pas dit de faire le point de ceux qui sont autour de lui. Tout à fait, mais bon, il déparait. Il dit oui, il peut en avoir, par exemple. Donc on découvre, ce qui est intéressant dans l'interview, on découvre qu'il a quand même deux grands amis en politique, c'est Aboussou et Oumbédi. Enfin, eux, ils sont en opposé. Enfin, ces deux personnages. Donc les médias ont suffisamment opposé parce qu'ils étaient en position. D'après Mathieu Kérékou et Nicéphore Soglo, on pensait, bon, après ils ont été rasés au profit de Boni Yahi. Mais bon, ils sont les grands amis du président Talon, c'est intéressant de le savoir. Candidat Zanaï reste quand même un ami du président Patrice Talon. Est-ce une surprise à Non, ça ne surprend pas réellement, puisque de toute façon, moi je me rappelle toujours les réserves de l'opposition qui se demandent est-ce qu'il est candidat Zanaï atypique. Il est tout simplement atypique. Je pense que le président doit l'aimer comme ça. Après, il lui laisse la voie, il lui laisse la voie de revenir ou peut-être de continuer. Bon, voilà. Azanaï n'est pas. Même Yahi Boni. On va dire, est-ce que Yahi Boni déteste Patrick Azanaï? Je pense que c'est un personnage atypique. Il est au gouvernement de Yahi, il est sorti, il a attaqué, il a injurié, il est revenu. Bref, je pense que c'est un peu quelqu'un d'entier, candidat Azanaï, très entier, il dit les choses, tout cru. C'est peut-être pas c'est un va-t-en-guerre, mais c'est quand même un personnage sur le plan enfin, il croit en ce qu'il fait, en réalité. C'est pas un metteur en scène. Enfin, c'est pas quelqu'un qui se met, c'est pas un artiste, contrairement à beaucoup. Et donc, parfois, il y a des excès, il faut le dire. Mais c'est quelqu'un, il croit en sa lutte. Bon, alors, est-ce qu'il fait les bons choix? Moi, je ne sais pas. Et donc, peut-être ça qui fait que beaucoup l'aiment, parce que je sais que Yahi Boni l'aimait bien. Le parti Salon vient de dire qu'il aime que ce soit son ami. En tout cas, pour nous qui analysons l'actualité, c'est intéressant. Je pense que ce personnage mérite d'être suivi et voir un peu ce qui va se passer. Est-ce que Sébastien Adjavon savait qu'il était un partenaire politique de circonstance? Je pense. De circonstance? Je pense, oui. Il savait. Il a dit, Adjavon a dit en 2016, je suis candidat parce que Talon est candidat. Ils ne sont pas des amis. Et Adjavon a dit, je suis candidat parce que Talon est candidat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas mon adversaire. C'est mon adversaire. Nous sommes sur le terrain politique. Nous opérons. Après, au second tour, entre-temps, il y a eu la coalition de la rupture. Et au second tour, bon, c'est pas que Talon n'a pas négocié avec l'autre camp. L'autre camp est entré en contact avec lui. Bref, finalement, il a pris une décision. Donc, du coup, il rentre en partenariat politique. Ça n'a pas duré. Je pense que là également, il faut saluer l'absence de langue de bois. Là, le chef d'État était clair. Il a précisé ce qui le lie à Sébastien Adjavon. Et je pense qu'Adjavon même le savait. Je pense que peut-être qu'il le savait d'autant plus que la création même de l'USL répondait à une certaine envie, donc de peser politiquement. Je pense que le casting n'était pas très bon. Surtout qu'il y avait des situations qu'il aurait dû gérer en arrière-plan qu'il n'a pas su. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais je pense, Adjavon et Patrice Talon, il n'y a jamais eu réellement de grand tabou, selon la lecture que j'ai de l'actualité. De toute façon, je ne suis pas dans leur intimité. Mais lorsque vous avez regardé un peu, ils étaient alliés contre Mathieu Kérékou, contre le président Yahi, oui, à un moment donné. Bon, mais après, Adjavon se rapprochait plus de Kouché. Donc, bref, il n'avait pas les mêmes trajectoires. Dépendait des circonstances. C'était pour un moment. Des circonstances les reliaient. Et là, donc,
très clair. Aujourd'hui, on le sait. Ce qui les liait, c'était un partenariat politique. Ça, c'est un moment. Ça peut revenir, mais c'est des partenariats de circonstances. Ça veut dire que ce n'est pas toujours fermé non plus. Il a tout de même un message pour les anciens présidents qu'il respecte. Certainement, puisqu'il trouve que voilà, il devrait abonder un statut de conseiller de la sagesse, par exemple. On l'a bien dit. Je pense que le chef a dit ce que tout le monde pense, en fait, je pense. Lorsqu'on a assumé ces hautes fonctions, il y a autre posture qu'on doit montrer. C'est des fonctions. Vous allez regarder, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, les anciens présidents qui se critiquent. Les anciens présidents donnent leur position sur la gouvernance, mais ils le font avec élégance. Et ça manque d'élégance ici? Ça manque d'élégance. Sérieusement? C'est pas la première fois que vous m'entendez dire ça. Agapit Napoléon Africain, merci beaucoup. Vous êtes expert électoral, expert en gouvernance, consultant en médias et communication. Vous êtes notre consultant politique à ETélé. En tout cas, vous avez bien compris un peu quelques aspects de l'interview du chef de l'État que nous avons maintenant abordé à la faveur donc, de la chronique du soir. En tout cas, le débat, ça se poursuit, bien évidemment. On aura toute la semaine. On aura exactement toute la semaine. Agapit Napoléon Africain, bonne soirée, bonne suite de soirée à vous. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous suivrez tout juste après nous les filles de la mafia. C'est votre feuilleton sur ETélé. Et puis après, à partir de 20h30, le débat technique, la thématique à aborder, c'est bien la protection des données personnelles, un droit nouveau. C'est une interrogation donc aux commandes, bien évidemment, François-Xavier Noumont et ses invités. Vous aurez droit à ce débat-là. Et à partir de 23h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Amoa, c'est pour raconter ta journée. Agréable suite des programmes sur nos antennes et sur nos canaux digitaux ETélé Bénin, quand il s'agit bien évidemment de la page Facebook, ETélé Live pour la chaîne YouTube. Et puis, vous avez droit au site internet également, le www.etelebénin.com.